Horizon PhD, une série Papa PhD propulsée par le Fonds de recherche du Québec. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Horizon PhD. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat scientifique et pour ce faire, j'ai avec moi Marie-Pierre Cossette, directrice aux grands défis de société au Fonds de recherche du Québec, et Marine Keflou, qui est notre entrepreneur scientifique. Elle va plus révéler sur exactement c'est quoi qu'elle fait, c'est quoi son rôle et c'est quoi que sa compagnie fait dans pas très longtemps. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler d'un exemple concret d'un trajet du labo à l'entreprise, à être CEO d'une entreprise. Oui, c'est vrai, ça existe, ça se fait. Et deux, de parler des programmes au Québec qui existent pour te accompagner, pour t'aider, toi, à réfléchir à tes potentiels projets d'entrepreneuriat issus de la science, que ce soit de ta recherche ou pas, et à tous les stades, parce qu'il y a un projet entrepreneurial, c'est d'abord une idée, après un petit embryon, puis ça grandit, après ça change. En tout cas, et il y a différents programmes qui sont propulsés par le Fonds de recherche du Québec. Marine a participé à certains de ces programmes et on va en parler. Donc, je suis très, très content de vous avoir ici aujourd'hui dans le studio de Papa PhD. Je vais vous demander seulement de vous présenter avec un peu plus de détails. Je vais faire à l'envers. Je vais commencer par Marine. Parce que j'étais plus mystérieux sur... C'est le mystère. Exactement. Donc, c'est ça. Dis-nous et dis à l'audience qui tu es, c'est quoi ton trajet scientifique et et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au fait dans ton entreprise. Avec plaisir. Donc, je suis Marine Keflou, cofondatrice et présidente de Calego Solutions. Calego, c'est une entreprise en technologie avancée. On utilise une foudre artificielle qu'on appelle le plasma pour faire du traitement de surface de précision. Et je précise que je ne suis qu'un modèle d'entrepreneur parce que j'espère qu'aujourd'hui on va en parler, on va débunker quelques stéréotypes pour que vraiment le message passe que l'entrepreneuriat scientifique, c'est 1001 profils différents, 1001 parcours. Donc ce que je vais dire aujourd'hui ne concerne que moi et je suis un exemple d'une scientifique qui avait un parcours, le parcours royal de l'académie que j'ai fait. Donc, j'ai commencé mes études en France. J'ai fait une licence en microbiologie, tout ce qui était petit, donc biologie cellulaire, moléculaire. Je suis arrivée pour faire une année d'échange à Québec en microbiologie, immunologie. Et je ne suis jamais repartie. Je fais partie donc de ces Français qui sont tombés en amour complet pour le Québec. Et en fait, j'ai envoyé un mail un jour à un chercheur qui travaillait sur l'antibiorésistance. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Je trouvais que c'était un enjeu très important. Il m'a proposé une maîtrise que j'ai acceptée très, très vite. Et j'ai fait ensuite un passage accéléré en doctorat. Et j'ai gradué de mon doctorat en infectiologie médicale en 2024, Okay. donc sur le tableau d'honneur. Sauf qu'entre-temps, j'ai également incorporé ma compagnie. C'est ça. On va en apprendre davantage pendant la conversation, mais et ça, on s'était déjà parlé avant l'entrevue et oui, tu m'avais dit que c'était un tournant. Donc, c'était pas du tout le chemin prévu. Et c'est intéressant de le savoir. Et donc, Marie-Pierre, de ton côté. Oui, donc directrice aux grands défis de société au Fonds de recherche du Québec. C'est clair que quand mon père essaie d'expliquer ce que je fais, il n'est pas trop sûr, directrice aux grands défis de société. Mais on travaille directement avec le scientifique en chef du Québec. J'espère que tout le monde sait qu'il y a un scientifique en chef au Québec. On fait les programmes qui essaient d'aider les gens à faire la recherche autrement. C'est pas facile. La recherche peut avoir son propre sillon. On peut faire de l'incrémental, produire des connaissances, mais parfois essayer de se mettre au défi, d'aller plus loin, de faire un saut. Donc, on a tous les programmes qui est soit audace, donc hors des sentiers battus, ou bien avec les citoyens, donc faire un duo avec un citoyen. Mais on a aussi tout l'entrepreneuriat scientifique aussi dans notre portfolio avec l'équipe à la direction des grands défis de société. Qui est clairement une façon différente de faire les choses quand on a passé toute notre vie dans l'académique. Et d'ailleurs, souvent,
ça fait peur. Souvent, il y a des préjugés. Et bon, tu vois, je vois que tu as une expression. Vas-y, Marine. Moi, Mais j'en faisais partie. En fait, tu l'as un peu mentionné, l'entrepreneuriat est venu dans ma vie petit à petit. J'ai pas choisi un jour, je me suis pas réveillée un jour en me disant « Et si je devenais entrepreneur ?» Pas du tout. En ce qui me concerne, quand je voyais le mot carrière, quand je voyais le mot métier plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? En doctorat, souvent, on se dit, je peux être professionnel de recherche, je peux faire un postdoc pour devenir chercheur, je peux aller en industrie, faire quelque chose en rapport avec plus ou moins ce que je suis en train de faire. Mais en aucun cas, je n'ai pensé à l'entrepreneuriat. Pour moi, je pars de loin, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'était d'abord incarné par un homme en chemise qui parle fort, qui vend son projet. Et je ne me sentais pas du tout concernée par le modèle que j'avais de l'entrepreneuriat. Et en fait, tout est parti d'un mail que j'ai reçu, comme tous les étudiants au second et troisième cycle, qui m'invitait à une introduction à l'entrepreneuriat scientifique à l'Université Laval. Et à ce moment-là, il faut savoir que j'étais une étudiante qui était très impliquée. J'étais dans plusieurs associations étudiantes, j'organisais des symposiums, etc. Donc je m'étais dit, pourquoi pas m'inscrire pour aller apprendre, approfondir mes connaissances sur la comptabilité, sur aller chercher des commandites, sur comment améliorer la gestion de projet, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un petit pied dans l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, me voilà à passer mes journées, en fait, à faire de l'entrepreneuriat. Mais ça a été surtout, je pense, une réalisation que naturellement, en fait, ça faisait des années que je faisais de l'entrepreneuriat sans m'en rendre compte. Lorsque je créais des projets, lorsque je faisais des connexions entre différentes personnes, lorsqu'on montait un symposium, lorsqu'on montait une association étudiante pour répondre à un besoin précis, finalement, c'était de l'entrepreneuriat. C'est juste que je ne mettais pas du tout ce mot dessus. non, oui, parce que tu avais cette image dont tu nous as parlé, très figée et qui est très étrangère, qui était sur une autre planète. C'est ça. Pour moi, vraiment, ce stéréotype de l'entrepreneur, ça prenait vraiment toute la place. Et vu que je ne me sentais pas concernée, je ne pouvais pas être entrepreneur, c'était impossible. Et il y avait un deuxième gros stéréotype que j'avais, qui était que pour moi, être entrepreneur, c'était sauter d'une falaise, les yeux fermés, à accepter le risque à 100%, etc. Alors que je m'en suis rendu compte que pas du tout. Quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser, puis notamment par les programmes du FRQ, on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est des étapes, plein d'étapes. C'est justement toutes les premières étapes de l'entrepreneuriat, ça consiste à dérisquer notre projet. Quand on va valider notre marché, quand on va aller trouver notre cofondateur qui a des compétences complémentaires aux nôtres, quand on va aller s'entourer d'experts, quand on va aller challenger notre modèle d'affaires, tout ça, ça sert à dérisquer le projet. Donc, c'est pas comme si on devait prendre un énorme risque du jour au lendemain. C'est quelque chose que, justement, on a travaillé pour dérisquer. Oui, puis j'entends là-dedans que la gestion de projet, tu l'as dit, je voulais aller améliorer ma gestion de projet. Mais moi aussi, j'ai fait un doctorat en neurosciences. Puis tout le long de notre doctorat, on mène un projet. Puis après ça, on est habitué aussi de se laisser mener par la découverte, comprendre où vont les résultats de recherche. C'est une autre manière d'avoir de l'impact avec sa recherche, de se dire, là, je suis en train de voir quelque chose se dessiner, puis on dirait que je suis capable de le relier à un défi de société ou à une solution que je vois, que je pense que je devrais essayer d'amener au marché. Donc, on le voit, puis c'est drôle parce que quand on fait le programme Saisie, donc qui aide les entrepreneurs et les entrepreneurs à créer des entreprises, la plupart des gens dans la cohorte disent, moi, j'avais jamais pensé devenir entrepreneur, mais je voyais là une façon d'aller plus loin dans l'impact de ma recherche. Puis il y a toutes sortes de façons. Il y a des façons là, qui restent très académiques ou même des liens sciences et société, le fait de faire un balado pour amener une voie plus loin, il y a toutes sortes de manières. Mais l'entrepreneuriat, ça en est une aussi. Puis tout d'un coup, ils se sont découverts un envie de passer par l'entrepreneuriat. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir eu un résultat de recherche qui
qui ont mené à terme puis qui ont dit « Oh, wow, on dirait que je pourrais amener ça dans la société. Je veux changer le monde. Ça y est, je pense que je peux sortir de mon labo et aller plus loin. » Mais qui ont envie de joindre quelqu'un qui est en train de faire ça parce que dans un labo, on est aussi en équipe. On compare, il y en a qui ont des résultats positifs cette année, d'autres qui n'en ont pas de résultats positifs cette année, mais collectivement, on continue à construire quelque chose. Puis je pense que c'est cette capacité de recherche-là qui se transforme, mais qui continue dans l'entrepreneuriat scientifique. Puis peut-être on se donne une petite définition d'entrepreneuriat scientifique, pourquoi pas? Oui, pourquoi Parce pas? qu'on a parlé d'entrepreneuriat, mais entrepreneuriat scientifique, on a des façons différentes de l'amener, mais ce qui vient premièrement en tête, ça serait un résultat de recherche qu'on veut commercialiser en faisant une entreprise. Parfois, on dit qu'il faut que ce soit un résultat de recherche public. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin puis dire un résultat de recherche pointe qu'on est en train d'essayer de commercialiser. Puis aussi, de prendre nos connaissances ou nos compétences scientifiques puis de faire une entreprise qui, elle, va avoir une capacité accrue de recherche. Pour moi, ça, c'est de l'entrepreneuriat scientifique aussi. Donc, encore, je reviens au fait que on n'est pas obligé d'avoir un résultat qu'on suit, mais on peut se construire une entreprise qui va être définitivement scientifique. Mais j'ai un petit suivi pour Marie-Pierre qui est... Et pourquoi... Qu'est-ce que... Bon, là, on est au Québec, on parle du Fonds de recherche du Québec. Qu'est-ce que le Québec gagne à avoir des scientifiques comme Marine qui passent du labo au milieu entrepreneurial? Tu as vu passer des gens, bon, tu connais tous les programmes et on pourra en parler après plus en détail, mais pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se disent, comme Marine se disait, moi, je ne suis pas entrepreneur, moi, je suis un scientifique ou une scientifique. Comment est-ce qu'on peut, et qui je comprends même pas qu'est-ce que je pourrais faire dans cet écosystème-là, qu'est-ce que j'imagine une communauté grandissante d'entrepreneurs scientifiques apporte à la province, mais au tissu socio-économique et à la société? Qu'est-ce qui peut motiver les gens à se dire « Oh non, je peux avoir une mission dans cet écosystème-là » ? Bien, c'est sûr qu'au départ, nous, au Fonds de recherche du Québec, quand on ne faisait pas d'entrepreneuriat scientifique, je me suis posé la question – pourquoi on pousse l'entrepreneuriat scientifique? Puis je me suis rendu compte que, premièrement, c'est intéressant, même d'un point de vue, ça donne une envie d'aller faire de la recherche. Des fois, tu es au bac, puis tu voudrais sortir en entrepreneuriat, mais si tu as entendu parler de l'entrepreneuriat scientifique, tu te dis, si je continuais dans un parcours de recherche, je pourrais avoir des compétences encore plus poussées qui me permettraient d'aller faire une différence, de me différencier après si je fais de l'entrepreneuriat. Donc, au lieu de sortir directement au bac, on s'est rendu compte qu'en faisant une promotion pour l'entrepreneuriat scientifique, on amène d'autres personnes vers la recherche qui n'auraient pas pensé faire de la recherche. Ouais. Ça va dans les deux sens. Des fois, on fait de la recherche parce que, ça nous inspire, tout ça, puis on finit dans l'entrepreneuriat. Puis des fois, on avait pensé à l'entrepreneuriat au début, mais au lieu de sortir au bac, on s'est dit, hey, mais s'il y avait tel matériau qui existait, ou peut-être si j'essayais de voir si on peut pousser telle technologie, je vais aller en recherche, puis après, au bout, je ferai peut-être de l'entrepreneuriat. Puis pour le Québec, ce que ça fait, c'est que ça met vraiment une capacité d'innovation. Puis là, après ça, nous, en tant que scientifiques, on peut se retrouver au cœur de toutes ces façons de faire de l'innovation, de trouver des solutions, de faire avancer notre société. Puis ça peut être de toutes sortes de façons. Ça peut être de l'innovation sociale super importante aussi. Plein de choses qu'on fait dans les organismes publics. Il y a des exemples d'hôpitaux qui sont en train de complètement être transformés parce qu'il y a des idées d'innovation sociale, comment gérer le microcosme qu'est un hôpital, puis aussi la complexité. On adore la complexité. Quand on fait un doctorat, il y en a partout, à travers le monde, à travers l'écosystème, à travers là où on va travailler. En fait, je pense que peu importe où on travaille, si on a fait de la recherche, on est comme prêt à accueillir la complexité, de l'incertitude, comme peu de personnes sont capables de faire, puis tout d'un coup, on crée une autre capacité d'aller innover, puis on est des intrapreneurs parfois aussi. Je pense qu'il y en a qui ont entendu ce mot-là parfois aussi. Donc, je pense que pour le Québec, peu importe le fait qu'on ait fait de l'entrepreneuriat, qu'on se soit formé, mais ça se peut qu'on finisse par pas en faire même, mais de retomber dans d'autres emplois où on va devenir quand même des vecteurs d'innovation, peut-être faire des programmes très cool au Fonds de recherche du Québec, même si on ne fait pas d'entrepreneuriat, mais c'est pour ça, je pense que c'est important pour le Québec de manière générale, et les scientifiques peuvent être vraiment partout. Vraiment partout. Merveilleux. Je pense que tu as dit un mot-clé, justement, le pourquoi
vous faites ça, c'est notamment pour valoriser toutes ces compétences transversales des étudiants gradués, donc à la maîtrise ou au doctorat, post-doc, parce que nous, quand on est dans nos laboratoires, on ne s'en rend juste pas compte. On ne voit que notre projet, on ne pense qu'à nos objectifs, qu'à nos expériences qui fonctionnent, surtout celles qui ne fonctionnent pas. Mais c'est ça notre réalité, en fait. On est tellement dans des sujets très pointus que des fois, on a du mal à peut-être avoir la vision at large de pourquoi on fait ça, de ce qu'on fait, et de surtout, quelles compétences est-ce qu'on est en train d'acquérir qui pourraient vraiment être utiles dans d'autres milieux après nos études. Et moi, je le vois tous les jours, il y a des compétences que j'ai pu acquérir grâce à mon doctorat que je fais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. On parlait de gestion de projet, communiquer aussi son projet de manière simple, aller chercher des commandites, pouvoir valider une hypothèse, être capable de définir quelque chose pour que ça soit une hypothèse qui soit fiable, et ensuite aller faire tout un protocole pour valider cette hypothèse. Finalement, quand on se rend compte des étapes qu'on est en train de faire, c'est très proche de la validation d'un marché ou de valider, aller chercher un client ou d'aller créer notre premier modèle d'affaires finalement. Et c'est grâce à des programmes sur l'entrepreneuriat scientifique que justement j'ai pu mettre des mots sur ces compétences-là. Donc rien que pour ça, il faut continuer. Mais oui, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, de ce que tu disais, et après j'aimerais avoir ton retour sur ton expérience, c'est que avant de, disons, avoir une formation d'introduction à l'entrepreneuriat, on n'imagine pas qu'on peut apporter de la valeur au tissu socio-économique en dehors de l'académique, parce que c'est ça qu'on a fait toute notre vie académique, mais que après, connaître des gens qui sont dans cet écosystème, réseauter un petit peu, on comprend que il y a une question, j'imagine, de terminologie, de vocabulaire, des fois. La même chose ne se dit pas de la même façon, et finalement, les choses se recoupent et on peut transférer facilement une compétence de l'autre côté du mur. Mais surtout, et je pense que c'est ça qui peut et qui motive les gens quand ils se lancent en entrepreneuriat, c'est apporter de la vraie valeur ajoutée, que ce soit dans un milieu communautaire ou institutionnel ou intrapreneurial, mais aussi en innovation, en technologie, etc. Et que oui, c'est possible de le faire, même si j'ai été dans un labo académique toute ma carrière jusqu'à maintenant, je peux le faire en dehors des murs. Et en tout cas, j'aimerais savoir ton expérience là-dedans. Est-ce que tu identifies des thématiques dans cette traduction de comment je m'exprimais avant avoir eu des formations et de me lancer, comment je m'exprime maintenant? C'est quoi des gros thèmes de OK, ça, il faut changer comment on dit ça, des fois changer comment on se voit ou comment on se présente? Complètement. Moi, je dis toujours le doctorat ou même la maîtrise, ça apprend à apprendre. Donc, aujourd'hui, quand on est face à un nouveau projet de recherche, quand on est face à une lecture d'articles, puis ça nous intéresse et on va aller faire quelque chose, on va faire des expériences aussi avec nous, notre laboratoire, on va juste se renseigner, on va apprendre, on va mettre en place un protocole, on va aller faire de l'essai-erreur, on va aller parler à des experts qui connaissent mieux que nous tel ou tel équipement. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui encore. Je pense que justement le fait de mettre des mots, le fait de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est pas juste unique pour notre laboratoire, mais c'est en fait une manière de penser, une manière de raisonner et une manière de résoudre un problème, que ce soit un problème très fondamental dans la science ou un problème qu'a un client ou un problème sociétal plus général. Moi, je suis un bon exemple d'une entrepreneur qui a lancé une entreprise sur un sujet qui n'est pas issu de sa propre recherche. En fait, pendant cette introduction à l'entrepreneuriat scientifique dont je parlais tout à l'heure, j'ai rencontré mon cofondateur, qui est Jacopo Profili, qui lui est un chercheur dans les matériaux avancés, et c'est lui l'expert de la technologie plasma, qui est la technologie cœur de notre entreprise. Et en fait, à deux, on s'est rendu compte que la technologie qu'il était en train de développer dans le cadre de sa carrière, en fait, pouvait avoir une application dans le milieu de la recherche et plus principalement dans le milieu médical, dans les hôpitaux, notamment dans le milieu de l'endoscopie. Et on a commencé
petit à petit, étape par étape, avec une première idée de business model, de modèle d'affaires, qu'on est allé challenger auprès d'experts, auprès de personnes, d'entrepreneurs, auprès de conseillers, etc., pour justement affiner en fait notre modèle d'affaires, affiner quel est le besoin, quelle est notre solution, est-ce que c'est un modèle viable. Mais je dirais que rien que faire cet exercice-là, ça nous a appris énormément en tant que scientifique, en tant que personne. Et aujourd'hui, les compétences qu'on peut acquérir quand on monte un projet entrepreneurial, ça a une valeur inestimable pour le milieu du marché. Parce qu'on apprend à être aussi intrapreneur, on apprend à prendre des initiatives, à réfléchir plus efficacement, à aller chercher directement, à se poser des questions tout le temps, à aller chercher l'expertise là où elle est, et ne pas rester sur ses acquis, toujours sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fait un peu naturellement déjà dans l'académique. Oui, ça va dépendre d'où on est, dans quel labo, dans quel institut, etc. Non, en tout cas, ça va beaucoup dépendre de... Mais oui, le potentiel est là et je pense que de plus en plus, il y a une tendance à ce que la recherche interdisciplinaire soit promue. Donc, je pense que le lien est plus rapide qu'il peut l'avoir été il y a quelques années. Mais Marie-Pierre, je parlais d'apprentissage d'abord d'un langage. Et ça, peut-être on pourra aussi donner des exemples plus tard avec toi, Marine. Mais le premier programme, comme au début comme pour donner le B à bas de l'entrepreneuriat scientifique, je pense que c'est QCES. Oui, bien en fait, c'est toujours le temps, hein. Peu importe. Mais si on est au début, on n'est pas sûr, on veut juste se sensibiliser, à l'intérieur de toutes les universités, il y a quand même quelque chose. Il y a souvent un centre d'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Mais on a créé un programme pan-québécois avec V1 Studio, qui est un OBNL, où on est vraiment, ça s'appelle QCES comme Québec Entrepreneuriat Scientifique. QCES. Puis c'est vraiment là pour s'essayer, pour voir est-ce que moi je pourrais avoir ça, un mindset d'entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait quoi l'impact de m'intéresser à ça? Est-ce que moi je peux me projeter là-dedans? Vraiment, juste quelques heures, c'est en ligne. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se forment. Il y en a plus que 400 par cohorte. Donc, là aussi, on rencontre des gens. On peut même s'essayer avec un petit pitch. Tout le monde a vu Les Dragons, quelque chose comme ça. Donc, il y a un espace pour voir, j'aurais envie d'essayer de pitcher quelque chose, voir si je pourrais avoir aussi le côté communicationnel et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment la base. Puis il y a beaucoup d'universités qui ont commencé à s'appuyer sur ce programme-là. Donc, ça commence là. Puis après, il y a des choses plus spécifiques dans chacune des universités parce que chaque université a quand même certains domaines dans lesquels ils sont vraiment hyper présents ou positionnés au Québec. Puis après ça, il y a des labs au marché un peu partout, là. Okay. Si on y va en trajectoire, là, ça veut dire qu'une fois que je sais que ça m'intéresse, ou en tout cas que j'aimerais pouvoir essayer de voir si moi, je pourrais faire quelque chose en entrepreneuriat, mais c'est d'essayer de se mettre dans la posture. Est-ce que j'ai une solution, un problème que j'aimerais résoudre avec une solution intéressante, puis y aurait-tu un marché pour ça? Donc, faire l'exercice, même que ce soit fictif, labo au marché. Plusieurs personnes vont arriver avec leurs propres résultats de recherche, mais ça peut être, j'ai entendu parler d'eux, puis moi, je pense que ça pourrait se présenter comme ça. Puis après, il y a un peu de réseautage autour, puis éventuellement, on arrive à se dire, je pense que oui, moi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ben là, c'est vraiment le programme CESI, donc création d'entreprises scientifiques et innovantes, CESI. Et puis, là, on prend quelques personnes, c'est quand même assez contingenté. Faut aussi aller vraiment sur le site web parce qu'il faut être à la bonne place. Il faut avoir quand même fait des formations et tout. Puis je pense que Marine, tu as fait beaucoup de formations un peu à l'intérieur de ton université aussi, mais... il y a les organismes subventionnaires aussi. Je pense qu'il y a même Mitax peut-être qui des fois fait des formations et tout. Là. Mais au fur et à mesure qu'on a vraiment été chercher, saisir les petites opportunités qui sont ici et là, puis que là, on entame, on a fait notre étude de marché validation. Le labo marché, on fait des entrevues, on essaie de voir est-ce qu'il y aurait de l'attraction pour ce que j'ai envie de faire. Puis là, je suis prête à embarquer. Ça, c'est le CESI. Donc, c'est une bourse. C'est pas la seule façon de commencer, mais c'est une bourse qui aide. Puis sinon, je pense qu'il y a d'autres façons de débuter, mais là, Marine serait probablement mieux placée pour répondre. Mais je pense qu'en effet,
Et souvent, un des stéréotypes aussi, quand on parlait des stéréotypes tout à l'heure, mais un des stéréotypes, c'est de penser qu'on est tout seul dans cette aventure. C'est faux. C'est faux. En fait, à chaque étape, il y a des conseillers, il y a des programmes d'incubation, il y a les incubateurs dans les universités qui sont là, qui y a toujours des petites formations, entreprendre, par où commencer, il y a le QCES. Souvent, quand on débute, on a beaucoup de temps, mais pas d'argent. Donc, c'est sûr que commencer ne serait-ce que d'apprendre le vocabulaire qui est lié à l'entrepreneuriat, comprendre les différentes étapes que ça prend pour avoir un projet qui a une valeur pérenne, là, qui peut avoir un vrai potentiel de croissance comme entreprise. Et après, ne pas hésiter à faire des compétitions. Moi, au début, en doctorat, je me souviens qu'Allego, c'était un peu le soir, les fins de semaine. On en profitait pour candidater à des compétitions. Donc, j'ai fait mon premier pitch en 2020. Donc, c'était mon tout premier pitch. Je pitchais mon premier modèle d'affaires avec Jacopo. C'était beaucoup de premières fois. On a tout gagné. La première année, on a eu les gens ont suivi nos conseils, mais ça nous a permis d'avoir accès déjà à un premier flux de trésorerie qui n'est pas négligeable, mais aussi pouvoir challenger face à des experts notre modèle d'affaires. Après, aller dans comprendre vraiment les études de marché. On a pu aller chercher des études de marché indépendantes aussi pour enlever un peu le plus de biais possible qu'on puisse avoir. Et puis, une fois qu'on commence vraiment à structurer, eh bien, il y a d'autres types d'accompagnement. On va avoir plus des cohortes. Donc, au lieu de quelque chose de très généralisé, on va avoir des cohortes sur un trimestre, un semestre, sur l'année. Donc, moi, j'ai fait, par exemple, l'académie à l'Université Laval. J'ai été aussi avec le cycle Momentum, quand je me suis rendu compte que finalement, la technologie que j'utilisais était une technologie dite propre. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le vocabulaire lié pour vraiment bien comprendre tout cet écosystème-là. Donc, c'était un choix tout trouvé. Il y avait V1 Studio. Je fais partie des heureux élus pour le CESI. Je pense qu'il ne faut pas hésiter de se renseigner, d'aller chercher les opportunités, parce que c'est ça aussi, je pense, un profil entrepreneurial avant tout, c'est quelqu'un qui va être ouvert aux opportunités, qui va aller chercher des réponses, être proactif pour améliorer son projet. Et donc, au début, avec le temps, on a plus de temps, donc on fait beaucoup de compétitions, on fait des pitchs, on va aller challenger, on va aller chercher des petits prix. Puis une fois qu'on a suffisamment, on va aller chercher les premiers contrats. En tout cas, c'est ce qu'on a fait, nous, avec Calego. Tout de suite, on s'est dit, on est deux scientifiques qui n'avions pas prévu d'être entrepreneurs. On va devoir apprendre beaucoup de choses, beaucoup de termes, beaucoup de notions. On n'a pas envie forcément que notre premier contrat, ça soit avec une très grosse entreprise. Qu'est-ce qu'on peut vendre aujourd'hui avec notre expertise et notre équipement ? C'est ce qu'on s'est posé comme question dès la première année d'incorporation en 2022. Et donc, avec les premiers contrats, ça nous a permis d'avoir accès aussi à notre gamme de subventions, qui sont des subventions où il faut mettre une partie de l'argent pour recevoir 50% ou même 70% d'argent. Okay. Et donc ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus. Puis, en même temps, on a des subventions aussi comme le CESI qui permettent de nous enlever un poids, de se dire, OK, mes études se terminent. Comment est-ce que je peux me garantir un salaire ? Puis c'est très important. Je peux aussi parler de Mitax. Mitax m'a beaucoup aidé justement pour faire cette passerelle aussi entre la fin des études, comment est-ce que je peux continuer de travailler sur mon doctorat tout en allant chercher des réponses sur mon projet entrepreneurial, puisque ce n'était pas la même chose dans mon cas. J'espère que vous, ça sera le cas. Moi, ce n'était pas le cas. Donc, je devais un peu jongler avec ces deux casquettes tout le temps. Mais finalement, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir aux différentes possibilités et puis d'aller chercher la subvention qui va vraiment répondre à mon besoin au moment M. Oui. Mais c'est super intéressant. Et c'est ça, c'est ton trajet. Les choses qui ressortent pour moi, et j'ai fait QCES. Et une des choses que j'ai senti qui était très intéressant, même dans ce premier stade-là, c'est que tu as accès à des gens qui vont écouter ton pitch et qui, eux, sont des entrepreneurs scientifiques, mais que c'est des gens qui sont dans ton réseau maintenant. Si tu es proactif, comme tu disais, et que tu maintiens le contact et que tu poses des questions,
tout à coup, tu commences à faire partie de cette communauté. Puis là, je pense que toi, maintenant, tu es rendu, je suis sûr, tu as un réseau assez solide en termes d'entrepreneuriat scientifique ici au Québec. Mais même juste participer à QS, j'ai senti que si mon idée, et puis en tout cas, c'était en lien avec Papa PhD, et ça n'a pas passé d'idée, mais pour les gens qui avaient des idées, il y avait déjà une passerelle pour continuer au moins à avoir des conversations et à se faire mentorer quasiment parce que les gens ils disaient si vous avez des questions contactez-moi les juges de pitch là. Et je trouve que et je suis sûr que le plus tu avances dans les autres stades, c'est de plus en plus intense parce que on va de plus en plus vers quelque chose qui est vraiment, qui s'approche d'un projet final et qui, comme toi, tu es passé à travers et maintenant, avec Calego, vous avez des clients et vous avez un produit et je suis sûr que vous le développez et tout, mais je trouve que, à part le langage, très important dans ce que tu dis, c'est les gens. J'ai l'impression que, de sentir que tu n'es pas le seul ou la seule scientifique qui a décidé maintenant d'être entrepreneur. Il y en a d'autres qui sont passés et qui ont des conseils à te donner de quoi faire, quoi ne pas faire. Mais aussi de sentir que... Parce que souvent, c'est de se dire, j'ai passé toutes ces années au labo et là, je m'en vais. Tu quittes une tribu, mais là, on dirait qu'après, il y en a une autre intéressante que tu rejoins par après. Je ne sais pas si ce côté communautaire et réseautage, je suis sûr que c'est pensé à une certaine façon, mais j'aimerais que tu en parles un petit peu, Marie-Pierre. Oui, mais c'est super important parce que c'est un écosystème en entrepreneuriat scientifique. Puis comme on a dit, l'entrepreneuriat scientifique, ça peut être super diversifié. Puis il y a même des gens, des fois, qui vont dire « Oui, mais le profil scientifique, c'est pas compatible avec un profil entrepreneurial. » Eux autres, ils ont décidé que c'était ça la réalité. Fait que ça, on va l'entendre. C'est peut-être pas compatible avec, disons, un stéréotype. Peut-être qu'on ne se voit pas là-dedans. Puis même l'idée du MVP, du Minimum Viable Product, là, où est-ce qu'il faut faire un truc, il faut le faire rapidement, il faut l'amener vite au marché, il faut être le premier, puis après ça, il faut exporter en masse. Okay? Ça peut être un type d'entrepreneuriat qu'on entend beaucoup, puis ça marche avec certains types de produits. Sauf que les entrepreneurs scientifiques, ils ont tendance à avoir une plateforme. C'est-à-dire... Ils ont une technologie, ils ont une innovation sociale, une façon de faire qui pourrait se prêter à toutes sortes de produits, puis de services, puis de solutions. Et là, ils vont tester certains marchés. Mais si jamais ça ne marche pas, ils peuvent pivoter. Si jamais le contexte est changeant, sommes-nous dans un contexte changeant en ce moment? Je pense que oui. Oui, il y a quand même une résilience dans l'entrepreneuriat scientifique qui, pour moi, est super intéressante. C'est pour ça que je pense que on continue à produire des connaissances, même une fois qu'on arrive dans l'entrepreneuriat scientifique, puis qu'il y a des belles collaborations à faire de retour vers l'académique aussi, éventuellement, pour nos entrepreneurs scientifiques, parce que ça va ensemble. Mais tout ça pour dire que ça se pourrait qu'on se retrouve dans un incubateur, un accélérateur, où, premièrement, on se fait dire, ben voyons, t'es scientifique, c'est bizarre, là, je vois pas comment tu vas avoir le leadership qu'on va avoir besoin, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait arriver qu'il y ait un préjugé aussi, puis qu'on te parle du fameux MVP, ou qu'on te parle d'une façon très, il y a une seule façon, il faut rentrer, il faut y aller vite, quand dans le fond, il y a beaucoup de capacités, comme Marine a déjà décrit, un petit peu plus tranquille, un petit peu plus incrémentale, puis où on est peut-être capable de se faire même un revenu au départ. Tu l'as nommé super bien, tu sais. On a une technologie, on a un savoir-faire. Est-ce qu'on peut commencer à avoir déjà des contrats plus petits pendant qu'on fait maturer le produit ou le service qu'on fait comme si ça marche un jour, ça va vraiment tout changer. De pouvoir faire les deux en parallèle, puis de se rendre compte que peut-être que ce qu'on pense qui va tout changer, ça marche pas. C'est impossible, ou il n'y a pas de marché. Puis là, de se dire, ben, OK, j'ai pivoté, puis on continue à essayer de faire avancer, mais toujours à côté, on essaie de se dire, mais je fais quand même, comment tu as appelé ça, une surface de précision, je vais changer quelque chose dans toutes sortes de secteurs, puis c'est ça. Nous, en fait, j'ai appris le terme l'année dernière. On a une technologie de plateforme. Cette foudre artificielle dont je parlais, donc le plasma, il modifie l'extrême surface des matériaux pour y ajouter des propriétés supplémentaires.
Ce qui a lancé l'entreprise, c'est un traitement anti-buée qui a été développé avec l'Université de Montréal, l'Université Laval notamment. Et en fait, à l'Université Laval, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Gaëtan Laroche, dans lequel travaillait Jacopo Profili, le cofondateur. Et donc, eux, ils avaient développé ce traitement anti-buée-là qui était résistant, qui était durable pour des petites surfaces planes, sans vraiment savoir à quoi ça allait servir vraiment sur le marché. Moi, en étant à l'hôpital, évidemment, on a vu tout de suite le lien qu'on pouvait avoir avec les fenêtres endoscopiques. Donc, c'est comme des lentilles, mais plates. Donc, des petites surfaces planes qui ont, je vous laisse imaginer le besoin d'insérer une optique dans un corps chaud et humide. Je pense que vous voyez un peu le problème que ça peut avoir d'un côté buée. Donc, on a commencé avec ça. On a commencé, OK, on a une technologie, on a un traitement qui est breveté, vraiment le produit pur de l'académique. Et il y a un marché potentiel. Il y a des gens qui sont intéressés. C'est juste que le marché médical, on le savait, c'est plus long. Il faut aller chercher des certifications, il faut aller convaincre un marché qui est peut-être un peu plus conservateur, etc. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement et ça prend du temps. Comme tu le disais, Marie-Pierre, tout de suite, on nous a parlé VC, donc ça veut dire capital risque, aller chercher des investisseurs, des anges, etc. Tout de suite. Je me souviens, on m'en parlait avant même qu'on incorpore l'entreprise. OK. Wow. Sauf que, eh bien, on est 2 dans l'entreprise, on communique beaucoup. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une CEO qui est une femme ou si c'est nos 2 caractères qui se complémentaient bien, mais très naturellement, on a eu cette volonté justement de construire quelque chose un peu à notre image. Et le côté scientifique, c'est qu'on aime comprendre les choses. On aime quand c'est logique, quand c'est une base qui est stable. Puis moi et Jacopo, quand on a construit Calego, on voulait construire sur des bases stables. On voulait comprendre notre milieu. On voulait comprendre notre marché. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu des premières idées. Au début, c'était des heures de consultation avec des chercheurs. Il y a eu des réparations. Il y a eu un tout petit peu d'échantillonnage. Puis après, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait vendre la technologie plasma en sens général, comme traitement de surface de précision, pas que de l'antibuée, mais on s'est rendu compte aussi qu'on améliorait l'adhésion entre des matériaux même incompatibles. Donc, par exemple, il y a quand on doit assembler ensemble 2 matériaux différents, souvent en industrie, on va utiliser beaucoup de solvants, beaucoup de colle et beaucoup de primer pour forcer en fait la compatibilité entre différents matériaux. Et on s'est rendu compte, justement en faisant de l'échantillonnage avec plusieurs clients, que eh bien, notre technologie plasma qu'on était en train de développer, elle nous permettait de complètement enlever cette étape de primer. Donc, de pouvoir faire adhérer ensemble des matériaux complètement différents, comme de l'aluminium avec du plastique, du bois avec de la céramique, que sais-je. Mais en plus de ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi réduire drastiquement la quantité de colle pour un même résultat. Donc, si on réduit la colle, on réduit le poids. Donc, peut-être qu'il y a certains marchés dans l'aéronautique, l'aérospatiale qui pourraient être intéressés par ce genre de traitement. C'est fantastique parce qu'on n'arrête pas ce qu'on a toujours fait dans le labo, c'est-à-dire de vouloir comprendre. Puis, c'est sûr que si on tombe dans l'entrepreneuriat rapidement, qu'on se moule à des modèles qui sont faits pour amener un produit d'une certaine manière, ben on rate un peu ça. Puis il y en a des entrepreneurs fantastiques qui, d'emblée, naturellement, de manière intuitive, ils comprennent qu'il faut faire attention, ils vont faire du MVP, mais ils vont faire autre chose à côté, tout ça. Mais en entrepreneuriat scientifique, on a toujours été entraînés comme ça, faire des itérations, faire des hypothèses, voir qu'il y a un petit truc qui se dessine, se dire hey, on passe un petit peu de temps là-dessus parce qu'on dirait qu'il y a un potentiel là qui pourrait nous amener quelque part. C'est sûr que si Marine t'avait fait que on se concentre sur l'antibuée puis c'est ça qu'on fait, mais là, tu n'aurais pas tout cet aspect où est-ce que tu permets même à d'autres entreprises de se démarquer parce qu'ils vont mettre ensemble des matériaux que tu ne mettrais pas ensemble, pas de cette manière-là. Puis en plus, tu leur donnes une manière d'être encore plus... moins de colle, ça veut dire mieux pour l'environnement. Donc, ils peuvent même s'affirmer d'une manière différente. Puis, c'est ça que, quand j'ai pris l'entrepreneuriat scientifique au Fonds de recherche du Québec, ce que je trouvais intéressant, c'est
on va aider les gens à se démarquer puis à avoir le moyen de leur ambition. De ne pas arrêter là où les gens s'arrêtent là naturellement parce que rendu là, il n'y en a plus de matériaux comme ça ou il n'y en a plus de façon de faire connue, pas de protocole, fait qu'on ne peut pas aller plus loin. On est fait pour aller plus loin, on va toujours plus loin dans un labo. Donc, Tu as dit la résilience et puis c'est ça, sans cette curiosité aussi, puis cette volonté en fait de construire le poste de nos rêves. On n'a pas... Je pense que ça va aider justement d'avoir plein de modèles différents pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de modèle. C'est bête à dire, mais de voir la diversité de parcours, la diversité de profils, la diversité de types d'entrepreneuriat, parce qu'on parle d'intrapreneuriat, repreneuriat, entrepreneuriat. Chaque grande famille a ses propres particularités, a sa propre manière de faire, son propre rythme. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les caractères. C'est pas parce qu'une personne est introvertie qu'elle ne peut pas être entrepreneur. Puis j'en ai vu des exemples, puis c'est beau à voir. Parce que moi, ça m'a vraiment démoli mon stéréotype. Très rapidement, je me suis rendu compte que tout ce que je savais sur l'entrepreneuriat était faux et quel plaisir de découvrir à quel point j'avais faux. Très bien. Et maintenant, tu parlais tu disais que l'entrepreneuriat peut prendre plein de différentes formes. Marie-Pierre, est-ce que tu as des exemples de projets, puis on n'a pas préparé cette question, mais de projets dans le communautaire ou dans le... qui ne soient pas du tout technologiques? Parce que très souvent, les gens ils vont dire « Ah, mais moi, je suis en philosophie, j'ai pas de technologie, j'ai pas de bébelle à vendre », même si là, on a compris que c'est pas toujours le processus à suivre. Mais est-ce que tu as des exemples comme ça, rapidement, de projets entrepreneuriaux inspirants qui sont issus de ce trajet QCES, CESI, etc.? Je sais pas si c'est issu de ça, mais tu sais, moi, la première chose que je trouve la plus simple à utiliser, l'exemple le plus simple à utiliser, c'est Taisez-vous. Oui. C'est drôle parce qu'on l'a comme tous un peu vécu. Moi, j'étais allée à une retraite de Taisez-vous pendant que j'essayais de finir ma thèse. Puis j'étais comme, OK, il faut que je me trouve une méthodologie, il faut que je me structure et tout. Donc, tu sais, c'est vraiment des gens qui se sont mis ensemble et qui se sont dit, hey, pourquoi on ne fait pas une solution pour que les gens puissent vraiment aller jusqu'au bout de leur thèse? Parce que c'est difficile. Pourquoi on ne fait pas ça collectivement? Pourquoi qu'on... Puis, je me souviens qu'on m'a expliqué un peu à un moment donné, c'était un OBNL, là, si je n'ai pas tort, taisez-vous, écrivez un commentaire si c'est pas ça. Mais il y en est venu un moment où ils ont pensé à leur modèle d'affaires, même chose. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte de faire des revenus? Parce que c'est bien beau de vouloir le faire, mais il faut faire un peu d'argent aussi. Puis elle t'a dit, mais je peux pas faire payer des étudiants qui sont déjà assez précaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qui veut vraiment que les étudiants terminent à part les étudiants et les étudiantes elles-mêmes? Ben, les universités. Donc là, il y a un modèle d'affaires à développer avec les universités pour faire venir Taisez-vous. Puis ensuite, il y avait un modèle d'affaires de café aussi, de dire un lieu, c'est toujours bienvenu et tout. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose que c'est l'innovation sociale complet. Puis après ça, il y en a beaucoup aussi en santé mentale, de revoir comment on prend en charge les gens, mais aussi on leur rend leur autonomie pour se renseigner, avoir des ressources, mais d'une manière qui leur convient et tout. Donc ça, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui sont aussi autour de la santé mentale. Fait que ça, c'est les deux. Oui, c'est merveilleux. Mais Taisez-vous, c'est quel bon exemple. En plus, dans le contexte du balado où on est, mais si vous ne connaissez pas Taisez-vous, c'est ça. Mais déjà, leur local, il est ici dans Villeray, pas loin. Et c'est ça. Vous pouvez être en ligne et le faire, mais vous pouvez être sur place. Il y a des pomodoro, tout le monde rédige à des intervalles et après prend des petites pauses. Et ça aide à chaque année plein de gens à rédiger même leurs articles aussi, mais surtout à terminer leur thèse. Quel bel exemple. Merci d'y avoir pensé parce que ça monte entre une surface technique hydrofuge merveilleuse et Taisez-vous, ça monte bien ces deux extrêmes de qu'est-ce que ça peut être un projet entrepreneurial, scientifique et qui va avoir un impact à différents endroits du tissu socio-économique et dans différentes communautés. Merci, je ne m'attendais pas à ça. Puis pourtant, quand tu l'as dit, j'étais comme, mais oui, c'est vrai. On arrive vers la fin et
comme je pensais que ça allait se passer, plein des questions que j'avais ont été répondues au fur et à mesure qu'on jasait. Mais je vous demanderais à vous deux si il y a quelqu'un qui regarde, qui écoute, qui se demande est-ce que je devrais explorer l'entrepreneuriat. Ben, si vous avez écouté depuis le début de l'épisode, vous avez déjà une réponse. Puis la réponse simple, c'est oui. Faites QCES. Juste ça, et après, vous pouvez continuer votre vie sans plus jamais faire de l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai fait une fois, et comme je dis, il y a plein d'avantages, et même juste les gens qui donnent les formations, les gens de V1 Studio sont aussi des entrepreneurs scientifiques, du moins ceux qui étaient là quand j'ai fait la formation. Donc, la réponse facile, c'est juste oui, mais ceux qui sont un peu plus réticents ou parce qu'ils ont dans leur tête des stéréotypes de ah, moi, je ne vais pas vendre. Moi, je suis allé en académique pour être loin de tout ça. S'ils sont pas, en tout cas, je vois pas comment, mais s'ils sont pas encore convaincus de l'intérêt d'au moins aller tester les eaux, qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les motiver et pour qu'ils se disent, mais ça se peut que l'entrepreneuriat, en fait, soit un écosystème où je pourrais contribuer de façon très intéressante et en mettant à profit tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai fait toutes ces années en académique. Parce que une des choses aussi que les gens pensent, c'est là, je vais pas faire un 180 degrés, tout lâcher et maintenant faire l'entrepreneuriat. Puis je sais, parce qu'on en a assez parlé, c'est pas le cas, mais j'aimerais que vous le mettiez dans vos mots, comme un petit mot de la fin de motivation et d'ouverture d'esprit, un message d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Peut-être Marine. Ben, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est tenter. On ne perd rien à tenter. Moi, ça a commencé avec juste un mail que j'ai reçu et je faisais partie des gens qui ne se sentaient pas concernés par l'entrepreneuriat. J'y voyais ma propre manière à l'époque d'aller chercher des compétences complémentaires à mes études, notamment avec les commandites, la gestion de projet, etc. Mais ça peut être aussi une manière d'apprendre à peut-être mettre des mots sur les compétences transversales qu'on peut acquérir tout au long de nos études pour pouvoir aller chercher un travail dans l'industrie ou même améliorer notre pitch pour devenir un chercheur dans une université. Ça, c'est des compétences qu'on peut acquérir grâce aux formations aussi entrepreneuriales. Parce qu'on apprend à bien parler, on apprend aussi à mettre des mots qui sont des mots-clés, à comprendre aussi nos forces, nos faiblesses, pouvoir bien les vendre aussi, que toutes ces compétences qu'on est capable d'acquérir tout au long de l'année. Et c'est ça, moi, en fait, c'est un conseil que je donne souvent aux personnes qui me demandent justement, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je perds pas du temps à faire ces formations? Ma réponse est non. Il faut tenter dans la vie, on ne perd rien à attendre. Et surtout, je continue d'utiliser ce propre conseil parce que justement, dès que, par exemple, j'ai une question sur la propriété intellectuelle, dès que j'aimerais chercher une expertise très pointue sur tel ou tel sujet, eh bien, je tente. Je prends mon LinkedIn, je vais poser des questions à des entrepreneurs scientifiques qui sont passés par les mêmes étapes que moi, par rapport à des négociations avec des universités, par exemple, ou ce genre de choses. On ne m'a jamais dit non. À aucun moment, on m'a dit qui es-tu, que me veux-tu. Pourquoi tu es là? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un écosystème qui est quand même très bienveillant au Québec. Et autant ça me fait très plaisir de parler aujourd'hui, autant je sais qu'il y a plein de personnes derrière Caligo Solutions qui ont donné leurs conseils, qui ont donné de leur temps pour réviser nos dossiers de candidature, nos pitchs, pour nous challenger. On a des personnes qui nous ont donné de l'argent parce qu'ils ont cru en notre projet. Et tout ça, c'est parti simplement d'un mail que j'ai osé ouvrir et répondre. Et juste avant de passer à toi, Marie-Pierre, et si tu avais décidé de pas... Si l'entrepreneuriat n'était pas arrivé, je suis sûr que d'avoir appris ces choses-là, et même parce que tu mentionnes que tu apprends des choses sur toi en faisant ces formations-là, mais je suis sûr que tu serais une meilleure chercheuse. Parce que
des bonnes capacités de gestion de projet, d'aller chercher des sous, etc., c'est pas juste les entrepreneurs qui en ont besoin, les chercheurs aussi. Donc, je pense pas que tu peux pas être perdant en faisant une formation et en ne pas allant en entrepreneuriat après. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est ça. Et puis, je pense qu'on oublie souvent qu'un chercheur est un entrepreneur. Et Finalement. oui, en plus, oui, carrément. Donc, même si vous voulez rester dans l'académie, vous avez tout à gagner à vous former un tout petit peu sur les ressources humaines, sur la gestion de projet, sur comment aller chercher du financement. Marie-Pierre, toi. Ben, j'aurais dit quelque chose qui ressemble à ce que tu viens de dire, mais bon, en fait, parfois, on se fait dire, ben, si je décide de diversifier ma carrière, peu importe c'est quoi, mais l'entrepreneuriat, ça peut être une option. C'est comme si je renie ma carrière d'académie. Parce qu'on va me dire, ben voyons, t'es allé faire autre chose, puis là, t'as tout perdu, t'as perdu le fil, c'est pas... Mais en fait, non. Ça vaut la peine d'aller voir parce que... ensuite, on peut revenir puis dire, ben moi, j'ai une connaissance d'un milieu différent. Des fois, ça peut être juste, j'ai maintenant des entreprises scientifiques avec qui je pourrais collaborer en tant que chercheur, puis ça pourrait me démarquer, encore une fois. Parce que si on est pour aller pour un poste de chercheur, faculté et tout ça, ben il faut être capable de se démarquer. Donc, de dire, ah, ben moi, j'ai fait telle chose, puis maintenant, j'ai tel partenaire potentiel, si j'arrive dans votre université, je vais faire quelque chose de vraiment spécial et unique, ben ça vaut la peine d'avoir essayé. Sinon aussi, je trouve que ça peut aider l'académique, mais aussi vous allez découvrir plein d'autres emplois dans l'écosystème entrepreneurial. Certaines personnes vont rester dans les incubateurs, accélérateurs parce qu'ils vont avoir envie de faire partie de ces équipes-là qui soutiennent les entreprises, mais d'une manière différente. Ou bien peut-être même les fameux VC, donc les firmes en capital de risque. Ben, il y a aussi Front Row Venture, si vous ne les connaissez pas. Mais vous pouvez aller essayer d'être un scientifique qui fait de la diligence scientifique. Donc, les gros investisseurs, quand ils essayent de dire « Est-ce que j'investis dans cette entreprise scientifique-là? » Ben, ils vont se poser la question « Je la comprends pas, la science derrière l'entreprise. » Qui je vais aller voir pour qu'il m'aide à comprendre est-ce que cette entreprise-là est sérieuse, solide? Ben, d'autres scientifiques. Donc, il y a des scientifiques qui sont dans les VC puis qui les aident à faire la diligence scientifique. Puis plus ça va, plus ces scientifiques-là aident les VC à comprendre pourquoi les entreprises scientifiques sont si importantes puis sont si intéressantes. Puis quand ça sera le temps d'investir, si jamais c'est des VC, ben là, il y a des scientifiques derrière qui vous backent. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Mais au lieu de vous faire une liste d'épicerie, allez regarder c'est quoi l'entrepreneuriat, puis vous allez voir l'écosystème, vous allez les découvrir naturellement. Vous allez rencontrer un tel qui fait telle chose, un tel qui fait telle chose, puis ça ne sera pas tous des CEO, bien que les CEO sont très intéressants à rencontrer aussi. Donc voilà, moi je pense que ça vaut la peine d'essayer, à la fois parce que ça peut ajouter des choses uniques à son CV, même si on reste dans l'académique, ou bien ça peut nous aider à découvrir d'autres types d'emplois dans l'écosystème entrepreneurial en tant que scientifique qui valent aussi la peine d'être expérimentés. Oui. Marie-Pierre, est-ce qu'il y a un URL sur le site du FRQ où tous ces programmes-là sont concentrés? Moi, V1 Studio, c'est vraiment l'endroit qui est le plus clair parce que c'est sûr que les fonds de recherche, nous, on a tous les programmes. Donc, Vous allez peut-être avoir un peu plus de difficultés, mais si vous allez dans la page du FRQ puis vous regardez le saisie, c'est vraiment un programme que nous, on gère. Donc, vous allez le trouver tout de suite. Par contre, V1 Studio va avoir tout QCES, Labo Marché, saisie, ils vont tous être listés. Puis eux connaissent tous les contacts dans les universités aussi. Si jamais vous avez de la misère à savoir dans votre propre université qui sont les personnes ressources, V1 Studio va aussi pouvoir vous aiguiller. Donc, c'est un bon site web. Il y a même les exemples aussi d'entrepreneurs scientifiques avec des capsules et tout ça. Et Marine est sur la page aussi, si jamais vous voulez trouver Marine. Et les gens de V1 Studio, du moins ceux que moi j'ai croisés, avec qui j'ai en tout cas parlé, sont super sympas, sont super faciles d'accès. Donc n'ayez pas... C'est tout beau, tout professionnel, mais les gens sont vraiment, vraiment bien
allez-y. Donc, tous ces liens-là, moi, je vais les mettre, et tout ce qu'on a pu mentionner pendant la conversation, je vais les mettre dans les notes d'épisode. Caligo Solutions. Eh bien, nous, on est sur LinkedIn. On a notre propre site aussi, caligosolutions.com. Mais on est aussi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais j'ai des employés qui partagent un peu de leur quotidien et de leur vie. Donc, si vous êtes intéressé à savoir c'est quoi la vie quand on travaille dans une start-up, eh bien, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Caligo Solutions. Vous allez voir, c'est très drôle. Donc, allez dans les notes d'épisode. Si vous êtes curieux, cliquez, explorez. Et si vous ne l'avez pas fait encore, inscrivez-vous et faites même juste QCES et on ne sait jamais après. Les rencontres qu'on va faire, les choses qu'on va apprendre. Et une des choses que moi, j'ajouterais, juste vraiment pour clore, c'est qu'avec tout ça, tout ce que vous avez pu partager, de faire ce début de cette démarche-là, d'ouvrir un peu ses horizons, ben, ça marche, ça change comment on se voit. Parce que moi, sorti de l'université, je me voyais, c'est juste un personnage. Le Sarro, Pipette, etc. Et quand on sort, on est dans un groupe une cohorte de... Ben là, tu as dit 400 personnes, mais bon, tu es dans une grosse cohorte et tu croises différentes personnes et tu dis, oh, mais lui, finalement, il fait quelque chose plus ou moins comme moi. Et là, il a une idée d'entrepreneuriat. C'est intéressant. Ça change comment on se voit. Et ça, dans le positif, ça nous donne plus d'horizons, de possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire. Et est-ce que toi, ce qui est arrivé avec toi, Marine, c'en est une, mais il y en a une myriade d'autres possibles. Mais il faut faire le premier petit pas pour que cet horizon s'ouvre. Donc, c'est ça. Merci énormément d'être venu ici au studio aujourd'hui. Je pense que c'est un très bel épisode, je pense, d'Horizon PhD. Et ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Et c'était le bon. C'était le bon. J'espère que ça va inspirer plein de monde à se lancer. Et pour ceux qui ont plus de préjugés, etc., à se permettre de se lancer. Parce que les gens, ils s'auto-excluent de certaines choses. Et je pense que si on peut débloquer quelques personnes, ça sera mission accomplie, en tout cas, de mon point de vue. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.